Comment un enfant rejeté, orphelin et traqué, est-il devenu le maître d'un empire plus vaste que Rome et Alexandre réunis? C'est l'histoire de Temujin, un nom que peu connaissent. Et pourtant, sous le nom de Gengis Khan, il a bouleversé le monde. Il n'était pas né pour régner, il ne portait pas de couronne. Mais à la force de sa volonté, de son intelligence et de sa cruauté, il a fait trembler l'Asie, puis l'Europe. En quelques décennies, il a battu l'empire terrestre le plus vaste de l'histoire humaine. Son nom, aujourd'hui encore, évoque à la fois la terreur des batailles et l'admiration silencieuse qu'on réserve aux géants. Car Gengis Khan n'était pas seulement un conquérant, il était un réformateur, un stratège hors pair, un visionnaire capable d'unifier des tribus ennemies, de créer un réseau commercial sans précédent, et de faire circuler idées, inventions, religions et savoirs à travers tout un continent. Pourquoi raconter son histoire aujourd'hui? Parce que comprendre Gengis Khan, c'est comprendre comment un homme peut façonner le destin du monde. C'est aussi se confronter à un paradoxe. Peut-on admirer un homme responsable de tant de morts? Peut-on apprendre de celui qu'on appelle parfois un barbare, alors qu'il a jeté les bases d'un ordre mondial nouveau? Son héritage, qu'on le veuille ou non, résonne encore dans la géopolitique actuelle, dans nos cartes, nos routes commerciales, nos échanges culturels. Alors, mettez vos écouteurs, laissez de côté ce que vous croyez savoir et suivez-moi. Dans les traces de l'homme que l'histoire a surnommé le fléau de Dieu, le loup bleu, le Khan des Khans, Genghis Khan. Pour comprendre l'ascension fulgurante de Genghis Khan, il faut d'abord plonger dans son monde. Un monde dur, sans pitié, et presque oublié des grandes civilisations. Nous sommes au XIIe siècle, un siècle de fer et de feu, où les empires se lèvent et s'effondrent. Mais dans les steppes d'Asie centrale, le temps semble figé. Ici, pas de ville, pas de routes pavées, seulement des plaines sans fin, des chevaux, des yourtes et des tribus nomades. Chaque tribu est une petite nation. Elle a son chef, ses traditions, ses alliances et ses ennemis. Leur mode de vie est rude. On y vit de l'élevage, on se déplace sans cesse, on survit plus qu'on ne vit. L'enfant y apprend à monter à cheval avant même de savoir marcher droit. Politiquement, les tribus mongoles sont fragmentées. Elles se livrent des guerres incessantes pour le contrôle du bétail, des femmes, du prestige. Il n'existe pas de Mongolie unifiée. Les chefs se disputent le pouvoir, souvent manipulés ou divisés par les grands voisins. La dynastie Jin, au nord de la Chine, et l'empire Tangut, des Xia, à l'ouest. Ces puissances voisines traitent les Mongols avec mépris, comme des barbares utiles, parfois à soudoyer, parfois à briser. Culturellement, les Mongols croient aux esprits de la nature, aux ancêtres et aux forces invisibles. Le chaman est un guide spirituel essentiel. Le ciel éternel, appelé Tengri, est une entité sacrée. La société est patriarcale, fondée sur la loyauté, la force, la capacité à défendre et à attaquer. La guerre n'est pas une exception, mais une nécessité. Les jeunes grandissent dans l'idée que l'honneur passe par le courage, la fidélité et la vengeance. Et pendant ce temps, ailleurs dans le monde, l'Europe est en croisade, envoyant ses armées vers Jérusalem. La Chine est divisée, entre les Song au sud et les Jin au nord. Le monde musulman brille par sa science, son commerce et son architecture. Mais personne ne se méfie de ce qui se prépare au cœur des steppes. Les empires regardent vers leurs rivaux traditionnels, jamais vers ces cavaliers usurtes des plaines.
Ils n'ont pas encore vu venir la tempête. Ils ne savent pas qu'un homme va naître dans cet apparent néant, et que cet homme, un jour, fera trembler le monde entier. Temujin naît vers 1162, dans la tribu des Borjigin, quelque part dans les grandes plaines de Mongolie. Son nom signifie forgeron, peut-être un présage, car sa vie, il devra la forger lui-même, dans l'adversité et le sang. Son père, Yesugei, est un chef respecté. Il tente d'unifier les tribus autour de lui, mais en revenant d'un voyage, il est empoisonné par une tribu rivale, les Tatars. Temujin n'a alors que 9 ans. À la mort de Yesugei, le destin bascule. La tribu rejette la famille de Temujin. Sa mère, Hoelun, une femme courageuse, élève seule ses enfants dans la pauvreté et l'exil. Ils vivent de racines, de baies et de gibier. Ils chassent les rats et les poissons pour survivre. Le confort, l'aisance, la protection, Temujin ne les connaîtra jamais. C'est une enfance de lutte, de solitude, mais aussi de formation. Très tôt, il comprend que le monde n'est pas fait pour les faibles. Il apprend à observer, à se taire, à frapper quand il faut. Un épisode marquant. Il tue son demi-frère Bekter, plus âgé que lui, pour asseoir son autorité dans le groupe familial. Un acte brutal, mais révélateur d'un tempérament. Temujin ne tolérera jamais qu'on lui arrache ce qu'il croit lui revenir. Plus tard, capturé par une tribu ennemie, il est réduit à l'esclavage, mais il s'évade, grâce à l'aide d'un garde compatissant. Déjà, on sent chez lui une capacité rare à susciter la loyauté, même chez l'adversaire. Et c'est là que quelque chose d'unique apparaît. Temujin ne cherche pas à régner par le sang royal ou par le nom. Il rassemble autour de lui des hommes d'horizons divers, des guerriers fidèles, non parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils croient en lui. Il choisit ses compagnons, non selon leur rang, mais selon leurs valeurs. Il brise les codes tribaux, renverse les traditions d'héritage et de caste. C'est une révolution silencieuse, mais capitale. Il commence à construire quelque chose de nouveau, non pas une tribu, mais une fraternité. Une armée fondée sur le mérite, sur la confiance, sur une idée simple mais puissante, que tout homme, s'il est loyal et courageux, peut monter jusqu'au sommet. Ce jeune garçon rejeté n'est plus une victime, il devient un meneur, et bientôt, les vents de la steppe porteront son nom, bien au-delà des collines de Mongolie. À l'âge adulte, Temujin n'est plus un enfant affamé ni un simple chef local, il devient un stratège politique. Et sa première grande alliance change tout. Il s'allie avec Togrul, Khan des Kereits, un chef puissant qu'il appelle père adoptif. À leur côté se trouve Jamuka, un ami d'enfance devenu frère d'armes. Le trio fait trembler les steppes. Ensemble, ils remportent de grandes batailles, unifient plusieurs clans, font reculer les ennemis communs. Mais derrière cette alliance couve une rivalité. Car Temujin n'est pas un chef comme les autres. Il donne des responsabilités à des hommes d'origine modeste. Il bouleverse les traditions tribales, brise les hiérarchies. Il choisit ses officiers selon leur loyauté, leur bravoure, leur talent, et non selon leur naissance. Cela déplaît à l'aristocratie mongole, et cela inquiète Jamuka. Alors l'amitié se brise. En 1187, Jamuka se retourne contre lui. Les deux anciens amis s'affrontent, et Temujin subit une défaite écrasante. Ses partisans sont capturés, certains sont même exécutés cruellement, bouillis vivants. C'est un coup dur, mais ce n'est pas la fin. Temujin ne cède pas.
Il apprend. Il se relève. Au lieu de fuir ou de se venger à l'aveugle, il construit quelque chose de nouveau. Une armée disciplinée. Un système fondé sur l'ordre, la justice et la récompense du mérite. Il attire les exclus, les loyaux, les talents de toutes les tribus. Son autorité grandit. Peu à peu, il écrase ses rivaux, unifie les tribus dispersées et impose une paix relative dans les steppes mongoles. Et en 1206, après des années de guerre, de trahison et de résilience, les chefs tribaux se rassemblent sur les rives de l'Onon. Ils le proclament Genghis Khan, le souverain universel. C'est une rupture dans l'histoire du monde, car en ce moment précis, les Mongols ne sont plus un peuple éclaté, ils sont unis, et derrière eux, un homme prêt à conquérir non seulement leurs ennemis, mais peut-être le monde entier. Dès qu'il devient Genghis Khan, une nouvelle ère commence. La steppe, autrefois divisée, chaotique, sauvage, entre dans un âge de discipline et de domination. L'enfant traqué est devenu l'architecte d'un empire. Il commence par pacifier les terres mongoles, mais pas par la douceur. Sa stratégie est un mélange subtil de diplomatie, terreur et promesse de butin. À ceux qui se soumettent, il offre protection, stabilité, récompense. À ceux qui résistent, il offre le feu, le fer, l'extermination. Le message est clair, soumission ou destruction. Il supprime les vieilles rivalités claniques. Il impose une hiérarchie nouvelle, où la loyauté envers lui prime sur l'affiliation tribale. Et pour rendre cette unité durable, il ne se contente pas de commander. Il réforme. Genghis Khan est un génie de l'organisation. Il restructure son armée selon un système décimal. 10 hommes, une escouade. 100 hommes, une compagnie. 1000, un bataillon. 10 000, une division. Chaque unité a son chef, et chacun est responsable des autres. La discipline est absolue. Le pillage incontrôlé est interdit. Le mérite est récompensé. Même un fils de berger peut devenir général s'il le mérite. Il met en place un réseau de communication exceptionnel, le YAM, des relais de chevaux tous les 30 à 40 kilomètres. Des messages parcourent des milliers de kilomètres en quelques jours. C'est l'ancêtre du service postal moderne. Il instaure un code de loi, oral au début, appelé le Yassa. On y trouve des règles de guerre, de justice, de fiscalité. Il interdit le vol, le mensonge, la trahison. Il protège les diplomates, les marchands, les femmes, les animaux de travail. Sous son règne, le commerce devient sacré. Les marchands, autrefois méprisés, deviennent des alliés. Il sécure des routes, réduit les taxes, encourage les échanges entre l'Orient et l'Occident. Mais ce qui fait trembler le monde, ce sont ses conquêtes. En Chine du Nord, il bat les Xia, puis les puissants Jin, s'emparant de grandes cités comme Zhongdu, l'actuel Pékin. Il retourne ensuite ses armées vers l'ouest. En Asie centrale, il détruit les Karakitans, puis s'attaque à l'empire khwarezmien, Iran, Ouzbékistan, Turkménistan. Ce fut une des campagnes les plus brutales et les plus efficaces de l'histoire. Tout commence par une erreur. Un gouvernement khwarezmien attaque une caravane mongole. Genghis Khan envoie des ambassadeurs. Ils sont tués. Sa vengeance est totale. Les villes tombent l'une après l'autre. Boukhara, Samarcande, Merv. Des dizaines de milliers de morts, parfois plus. Il utilise la terreur comme une arme psychologique. Des cités entières se rendent à la simple évocation de son nom. Mais ce n'est pas une ascension sans embûches. Il fait face à des révoltes internes, des famines, des trahisons,
des désaccords familiaux. Il doit sans cesse s'adapter, changer de tactique, déplacer ses troupes, gérer les tensions entre ses généraux. Mais il frappe vite, il frappe fort, et surtout, il apprend. Là où d'autres imposent leur force brute, lui impose la rapidité, la surprise et la stratégie. Son armée est une machine de guerre mobile, disciplinée, impitoyable. Elle frappe là où on ne l'attend pas, en hiver, à cheval, à des centaines de kilomètres du point de départ. En quelques années, Genghis Khan transforme une horde dispersée en une civilisation conquérante. Et il ne s'arrête pas. Chaque victoire n'est qu'un nouveau point de départ. Il ne conquiert pas seulement des terres, il impose une nouvelle manière de gouverner, de commercer, de faire la guerre. Et ce qui impressionne, ce n'est pas seulement ce qu'il a pris, c'est ce qu'il a construit. Derrière l'image d'un conquérant impitoyable se cache une pensée politique claire. Genghis Khan n'était pas seulement un destructeur. Il avait une vision du monde simple mais puissante, l'ordre né de l'unité. Et la valeur d'un homme ne vient pas de son sang, mais de ses actes. Dans une société tribale, où tout était fondé sur l'héritage et le lignage, cette idée était une révolution. Il rejette l'aristocratie traditionnelle. Il élève des serviteurs, des anciens ennemis, des fils de bergers au rang de généraux. Ce qui compte, c'est la loyauté, la discipline, la capacité à servir l'ensemble plutôt que son clan. C'est une méritocratie avant l'heure. Et malgré sa brutalité, Genghis Khan n'est pas un fanatique. Il fait preuve d'une tolérance religieuse remarquable pour son époque. Il protège les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens nestoriens et les chamans. Les prêtres, les moines, les érudits bénéficient de privilèges. Pourquoi? Parce qu'il comprend que la foi structure les peuples et qu'un empire ne peut pas s'imposer par la force seule. Il faut laisser les hommes croire pour qu'ils obéissent sans se révolter. Il est aussi, paradoxalement, un modernisateur. Oui, il détruit des villes. Oui, ses armées sèment la terreur. Mais là où il conquiert, il réorganise. Il sécurise les routes. Il impose les lois. Il établit des impôts réguliers, une administration stable, un réseau commercial fluide. Il encourage les savants musulmans, les ingénieurs chinois, les médecins perses à travailler ensemble. Il fait venir des artisans de toutes parts pour enrichir son empire. Sous sa domination, les idées, les techniques, les marchandises circulent à une échelle jamais vue auparavant. Et c'est peut-être là ce qui le rend unique. Il est un chef de guerre, mais aussi un bâtisseur d'empires multiculturels. Il incarne la violence brute, mais aussi une forme d'ordre supérieur, une vision pragmatique du pouvoir, un génie politique dans un monde de chaos. Il ne cherchait pas la gloire, il cherchait la durabilité. Il ne voulait pas simplement vaincre ses ennemis, il voulait construire un monde qui lui survivrait. Après des décennies de conquêtes, d'organisation, de réformes et de campagnes militaires, Genghis Khan n'est pas un vieil homme fatigué, il est toujours à cheval. Même dans ces dernières années, il mène personnellement ses troupes. Son obsession, terminer ce qu'il a commencé. Soumettre définitivement la dynastie des Xia et consolider ses victoires face aux Jin en Chine du Nord. En 1227, alors qu'il poursuit cette campagne acharnée, le Khan tombe gravement malade. Peut-être est-il blessé. Certains évoquent une chute de cheval. D'autres parlent d'une blessure au combat, ou même d'un assassinat secret. La vérité, elle s'est perdue dans le silence des steppes. Car tout autour de sa mort, le mystère règne. Ses généraux cachent la nouvelle jusqu'à la fin de la campagne. Ils veulent éviter toute panique ou affaiblissement de l'armée. Ses funérailles sont tenues dans le plus grand secret. Selon la légende, son cortège aurait été escorté par des soldats qui tuaient quiconque croisait leur route. Sa tombe, jamais retrouvée.
peut-être perdu dans les montagnes du Khenti, peut-être protégé par la terre elle-même, à l'image de son pouvoir, invisible mais omniprésent. Il laisse derrière lui un empire immense, des lois, une armée invincible et surtout une lignée. Son fils Ogedei lui succède, et sous son règne, l'empire continue de s'étendre, encore, jusqu'en Europe. Mais une ère vient de se terminer. L'homme est mort. La légende commence. La mort de Genghis Khan n'a pas marqué la fin de son œuvre. Au contraire, son empire continue de croître bien après lui, porté par ses descendants Ogedei, puis Kubilai, et d'autres encore. Mais plus que les terres conquises, c'est l'impact mondial de son règne qui façonne son véritable héritage. Durant près d'un siècle, les routes de l'Eurasie sont sécurisées comme jamais auparavant. De la mer Jaune à la Méditerranée, on peut voyager, commercer, échanger sans crainte constante d'attaque ou de brigandage. C'est ce qu'on appelle la Pax Mongolica. Un ordre imposé par la force, certes, mais un ordre tout de même. Genghis Khan relance ce que l'on nomme aujourd'hui la route de la soie. Un immense réseau d'échanges terrestres reliant la Chine à l'Europe. Les marchands perses, arabes, chinois et italiens s'y croisent. Les marchandises circulent, mais pas seulement. Les idées aussi. Grâce à cet empire, les connaissances médicales, astronomiques, cartographiques voyagent d'est en ouest. Les techniques militaires, l'usage du papier, de la poudre, de la boussole, atteignent l'Europe. Même la peste noire, hélas, aurait profité de ces routes pour se diffuser. Preuve tragique, mais réelle, de l'interconnexion créée. Et pourtant, l'image de Genghis Khan est loin d'être unanime. En Mongolie, il est un héros national. Son portrait est sur la monnaie, ses statues dominent les villes, et son nom est prononcé avec fierté. Il incarne l'unité, la fierté, la renaissance d'un peuple longtemps dominé. En Occident, en revanche, il a été longtemps vu comme un tyran sanguinaire, un barbare sans foi ni loi, un symbole de destruction et de cruauté. Il est resté pendant des siècles l'image du fléau de Dieu. Mais chez les historiens contemporains, une autre figure émerge, celle d'un stratège génial, d'un gouvernant pragmatique, d'un homme capable de créer un empire fondé sur des principes universels, ordre, loyauté, échange. Oui, Genghis Khan a rasé des cités. Oui, il a tué des millions de personnes. Oui, son empire s'est parfois bâti dans le sang et la peur. Mais il a aussi posé les bases d'une forme de globalisation avant l'heure. Il a connecté des peuples qui, jusque-là, s'ignoraient. Il a créé un espace de circulation sans équivalent dans le monde médiéval. Son héritage est donc ambigu, puissant, vivant. Il ne peut être réduit à une figure de monstre, ni idéalisé comme un saint. Il est l'incarnation brute du pouvoir, dans tout ce qu'il y a de créatif et de destructeur. Pourquoi l'histoire de Genghis Khan continue-t-elle de nous fasciner? Pourquoi, 8 siècles plus tard, ce nom nous trouble encore? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un homme qui a conquis des terres. Il s'agit d'un homme qui a conquis le regard que l'on porte sur le pouvoir. Sa vie pose des questions dérangeantes. Faut-il être cruel pour être efficace? Peut-on bâtir un ordre durable sur la peur? Est-ce que la grandeur d'un homme se mesure à ce qu'il crée ou à ce qu'il détruit? Genghis Khan incarne le paradoxe du pouvoir absolu. Il est la discipline au service du chaos, la barbarie au service d'une vision. Et pourtant, son parcours nous enseigne aussi autre chose, que l'adversité peut forger des géants, que la misère, la trahison, l'abandon ne condamne pas un destin, qu'un enfant rejeté peut devenir l'un des hommes les plus influents de l'histoire. Mais à quel prix?
des villes rasées, des peuples anéantis. Un empire bâti dans le sang, mais traversé par le souffle de l'ordre. Une citation lui est souvent attribuée. Le plus grand bonheur d'un homme, c'est de vaincre ses ennemis, de les pourchasser, de prendre leurs biens, de voir pleurer leurs proches et de presser leurs épouses contre la poitrine. Choquante, inhumaine, brutale. Mais elle résume un monde où la force était la seule loi. Alors, posons-nous une dernière question. Et si l'histoire n'était pas faite de héros ou de monstres, mais d'hommes complexes, façonnés par leur époque? Des hommes que l'on ne peut ni absoudre, ni ignorer. Des hommes comme Genghis Khan.